Pour moi, c'est maintenant un plaisir de présenter notre dernier intervenant, Damien Petermann. Il est où? Ah, là. Il est titulaire de 2 diplômes de master en histoire, spécialité patrimoine et en géographie aménagement. Actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche à terre à l'université de Jean Moulin Lyon 3 et membre du laboratoire environnement, ville, société. Il prépare une thèse de doctorat en géographie avec le titre L'espace lyonnais représenté à l'usage des voyageurs, histoire et construction de l'image d'un territoire 19e et 20e siècle. Ces travaux portent sur les théories historiques de Lyon à travers diverses sources anciennes et à caractère spatial, guides et récits de voyage, plans, vues urbains, etc. Damien Petermann a été responsable du projet Junior Imago, Image de la ville entre juin 2015 et décembre 2017 et membre du comité d'organisation du colloque international Images plurielles de la ville qui a eu lieu le 2 à 3 février 2017 à l'université Jean Moulin Lyon 3 et il parlera sur réutiliser les images du territoire, enjeux pour la recherche et l'enseignement géographique et histoire. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et merci pour la présentation, merci pour ce colloque en fait et puis pour toutes les présentations qu'il y a eu avant. Moi ça me... il y a beaucoup de choses qui sont en écho avec mes réflexions aussi sur le sujet. Je vais vous parler surtout des questions des images du territoire qui sont pour la plupart ce qu'on considère comme des œuvres d'art en fait, et les questions qui se posent aussi pour d'autres disciplines, notamment l'histoire et la géographie. Alors en fait, les images du territoire, elles sont nombreuses dans les collections patrimoniales. Pour certains musées, par exemple, ça peut représenter plus de 10-15% des collections. Une grande diversité, des estampes, des tableaux, des dessins, des photographies qui sont très nombreuses, des cartes postales dont le potentiel est encore très loin d'avoir été exploité, et puis également des plans, des documents administratifs, etc. Alors certaines ont été réalisées dans un but géographique, mais c'est quand même une petite proportion. On pense plutôt aux plans de gestion, etc., ou aux représentations, aux campagnes photographiques, par exemple. Mais la plupart ont été réalisées dans une finalité tout autre, notamment artistique. Alors cette diversité, en fait, elle est intéressante et en même temps c'est un problème, puisqu'en fait ces images n'ont pas été beaucoup prises en compte sous l'angle spatial, en tout cas dans les collections patrimoniales. Et en fait, si on regarde pas mal de sites web, de collections en ligne, en fait, on a beaucoup de mal, en tout cas quand on cherche des images d'un espace, on a beaucoup de mal à en trouver, ou en tout cas à trouver de manière la plus complète possible les représentations d'un même espace. Et puis, il y a aussi ce type de documents qui sont pas considérés, ou en tout cas très peu considérés, comme du patrimoine, comme ayant un intérêt. Les milliers de cartes postales éditées au début du XXe siècle, par exemple. Les plans de guides touristiques sur lesquels je travaille pour ma thèse, par exemple. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Parce qu'il y a à la fois un réel intérêt pour le territoire dans lequel on vit, savoir comment il a évolué dans le temps, savoir la rue où j'habite, le quartier où j'habite, comment il était il y a 100 ans. Moi, par exemple, j'habite dans un quartier au sud de Lyon qui était totalement industriel au 19e, et avant, il n'y avait pas grand-chose. Pardon. Et en fait, le constat que je fais, c'est que ce potentiel des images urbaines, il est sous-exploité. Alors, bien sûr, il y a des reproductions d'images urbaines, souvent dans des livres imprimés, mais souvent, malheureusement, c'est plutôt comme illustration que comme document ou comme source qu'on considère ces images. C'est sûr que utiliser, là, le tableau que j'ai mis dans la première diapositive qui représente Lyon au XVIIIe siècle, c'est sûr qu'en couverture de livre, ça en jette. Par contre, personne ne l'a vraiment étudié, en fait. Et ces tableaux, là, c'est le cas d'un tableau qui est connu puisqu'il est dans les collections lyonnaises depuis le XIXe siècle. Mais il y a plein d'autres images qui sont ailleurs. Pour Lyon, par exemple, on a des images qui sont considérées comme des paysages italiens parce que Lyon était une étape du Grand Tour. Et en fait, c'est justement
en étudiant les images, en les comparant, en pouvant accéder à des images qui se trouvent ailleurs dans le monde, qu'on peut dire, ah ben, tiens, cet élément-là, il ressemble beaucoup à un élément que j'ai vu ailleurs, et relocaliser ces images. Il y a un vrai enjeu, notamment, je pense aux collections artistiques, de relocaliser, recontextualiser, en fait. Et pour cela, on a besoin de beaucoup d'images, de comparer, d'avoir des corpus les plus larges possibles, des images en haute définition, puisqu'en fait, on a besoin de zoomer, on a besoin de détails. C'est la même chose pour les plans, par exemple. Et alors, le constat que je fais, c'est que, donc, pourquoi ces images du territoire sont assez peu exploitées? Moi, j'y vois 3 raisons. La première, j'en ai parlé, c'est qu'elles sont souvent considérées comme de simples illustrations qu'on rajoute en fait à la fin dans un livre d'histoire, par exemple. Tiens, j'ai besoin d'une image pour illustrer le texte qui porte sur Lyon au XVIIIe siècle. Et donc, on va aller chercher, contacter un musée ou aller chercher une image parce qu'on a besoin en fait qu'il y ait autre chose que du texte dans le livre. Et puis même pour les musées, parfois il y a cette tentation-là. Et puis même, moi qui suis chercheur, hein, il y a des moments où voilà, c'est utile d'avoir un élément d'illustration. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Le deuxième point, en fait, c'est ce manque de prise en compte de la dimension spatiale. Et là, je vous mets un exemple, alors rares exemples en fait, hein, de sites patrimoniaux en ligne qui permettent de filtrer par lieu, alors avec une précision plus ou moins fine, mais c'est déjà un premier pas. Je peux vous dire que pour chercher des images justement d'un même lieu, ou en tout cas pour filtrer, quand on tape Lyon dans une collection américaine, on trouve énormément de choses qui concernent les États-Unis, c'est normal. Des toponymes portant le nom de Lyon, et il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est le cas de beaucoup de villes européennes qui ont des homonymes toponymes aux États-Unis. Donc on a besoin en fait déjà de filtrer par pays, par continent, etc., par ville encore mieux. Mais ça nécessite que ces images aient été avant recontextualisées, ou en tout cas qu'on ait cette information-là. Et le troisième point, en fait, qui résulte plutôt, je pense, de la question des illustrations, enfin de considérer ces images comme des illustrations, c'est qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'institutions qui sont encore réticentes à libérer les images en haute définition, parce qu'en fait, le risque, oui, c'est qu'elles soient utilisées pour être imprimées dans des livres. Mais à cause de ça, en fait, on passe à côté de plein d'usages. Je vais préciser tout à l'heure, notamment sur la cartographie. C'est que des images, comme ça a été dit avant moi là cet après-midi, des images en haute définition, de grande dimension, ça permet de faire plein de choses, et notamment avec les technologies numériques actuelles. Par exemple, la reconnaissance automatique de forme. J'aimerais bien vraiment voir sur un corpus de vue urbaine ce qu'on pourrait faire, hein, ce serait assez intéressant. Mais le problème, c'est qu'on a encore beaucoup d'images en basse résolution, faible dimension, dans lesquelles, en fait, à un simple zoom, voilà, vous avez des pixels, et on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors là, j'ai listé quelques réutilisations possibles d'une même image, si on partait du principe que cette même image soit en open content, c'est-à-dire téléchargeable en haute définition, réutilisable sans restriction. Donc il y a l'usage classique, hein, publication dans un article ou un ouvrage académique. Il y a l'usage qu'on a tous, hein, tous ceux qui travaillent sur des corpus visuels, c'est de pouvoir se rassembler sur son ordinateur, et pas seulement visualiser en ligne, rassembler sur son ordinateur son corpus. Donc par exemple, moi j'ai des images qui proviennent de différentes institutions patrimoniales dans le monde, également du marché de l'art, hein, les sites de vente aux enchères, voilà. Et ça permet en fait d'y accéder sans connexion Internet, hein, quand on est en déplacement, etc. Et surtout de ne pas être contraint de se connecter à chaque fois au site de la bibliothèque ou du musée pour visualiser seulement un élément. Après, je passe aussi sur le fait qu'on peut comparer bien sûr ces images dans des logiciels, mais ça a été un peu montré cet après-midi. Alors ce dont je vais parler surtout, c'est l'intégration à des outils numériques spécialisés, et moi qui suis maintenant géographe, c'est notamment tout le potentiel qu'il y a à intégrer ces images spatiales dans des systèmes d'information géographique, c'est-à-dire de vraiment exploiter cette dimension spatiale. Il y a aussi des projets très intéressants, qui vous en avez sans doute déjà vu, qui cherchent à restituer en 3 dimensions une ville ou un quartier à une époque donnée. Et pour ça, on a besoin comme matière première d'iconographie, pas seulement de texte, hein, d'autres sources, mais d'iconographie en haute définition. Et ça, parfois, c'est pas très bien compris par justement les conservateurs ou les personnels de musée qui voient tout de suite que vous allez utiliser l'image pour illustrer. Non, en fait, ça se trouve, on va même pas la publier, cette image. C'est simplement une parmi d'autres qui nous permet de reconstituer le plus fidèlement possible un élément d'architecture.
Pour les institutions, il y a aussi cet intérêt de proposer des nouvelles manières de valoriser ces collections. Quand on a des dizaines, voire des centaines de milliers d'images dans un catalogue en ligne, voilà, on peut penser à d'autres manières de rechercher. J'en montrerai un exemple tout à l'heure, mais par exemple, prendre en compte cette dimension spatiale avec une interface géographique. Ce qu'on fait aussi dans le cadre de cours, et puis voilà, que d'autres personnes peuvent faire aussi, c'est recréer le lien entre ces images et le territoire qu'elles représentent. C'est-à-dire sortir, se rendre sur place. Donc on charge les images dans une tablette et on regarde, on peut pratiquer la reconduction photographique, c'est-à-dire photographier un élément depuis le même point de vue à plusieurs dates. Donc par exemple là, les collections de cartes postales qui sont la première véritable campagne de photographie, enfin de représentation systématique d'un territoire. Voilà, il y a déjà des projets intéressants, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et puis il y a tout ce qui est visite guidée, application mobile. Et voilà, le dernier exemple, c'était ce qu'on a vu dans la première présentation, toutes les possibilités de l'intelligence artificielle, des algorithmes sur des corpus ouverts et en haute qualité. Alors maintenant, je passe à un deuxième point qui concerne surtout la cartographie. Donc la cartographie, donc plan et carte, qui représente un type d'image spécifique, donc qui sont conservées principalement dans les archives, mais aussi dans les bibliothèques et dans les musées, et dans les collections universitaires. Donc en fait, les cartes et plans anciens, si vous avez déjà consulté des cartes ou plans anciens justement dans des institutions publiques, vous savez à quel point c'est compliqué de les étudier, de les photographier. Des fois, on ne peut même pas pour des raisons de contraintes matérielles, infragilité, etc. Et donc c'est vrai que là, la numérisation a été un grand changement, de pouvoir consulter des plans numérisés, de pouvoir zoomer, de pouvoir se naviguer dans ces images en haute définition. Ça, c'est un grand changement, mais on peut aller encore plus loin. Puisque là, ce qu'on a, c'est une image, mais on peut justement recréer ce rapport au territoire. Et pour cela, il y a deux manières principales. C'est soit géolocaliser, soit géoréférencer. Alors géolocaliser, c'est déjà, on peut dire, une première étape. Ça permet de représenter, enfin de projeter, d'intégrer l'image dans un système de projection cartographique, en soit la représentant sous forme de points. Donc les points que vous voyez ici de la British Library, c'est le centre de chaque plan qui a été géolocalisé. Et à droite, donc dans le projet Géolion, c'est sous forme de rectangle, donc c'est l'emprise spatiale du plan qui est représentée ici. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de géoréférencer. Alors géoréférencer, c'est une opération qui consiste à attribuer des coordonnées géographiques à des plans, anciens notamment, mais on peut aussi le faire sur des plans actuels, du XXe siècle par exemple, qui sont scannés. Et donc en fait, on va placer des points de calage qui correspondent au même objet sur les deux plans. Donc on prend, donc à gauche j'ai mon plan ancien, et à droite j'ai le cadastre actuel en fait, donc de la ville de Lyon. On peut prendre une image satellite ou aérienne aussi. L'idée c'est d'avoir une image de référence actuelle et de placer, donc ici vous voyez le point rouge qu'on voit notamment qu'on voit à l'angle droit donc c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon. Voilà, je l'ai replacé parce que là le plan en plus c'est intéressant, il est orienté différemment, le plan ancien. Ça aussi c'est un vrai élément à prendre en compte. L'orientation des plans n'a pas toujours été au nord et c'est très récent finalement. Voilà. Et donc géoréférencer, ça permet ensuite d'intégrer ces images, de pouvoir comparer des images. Donc il y a ce site Remonter le temps de l'IGN. Il y a différents modes de visualisation possibles. On peut superposer par transparence, on peut comparer côte à côte. Et on peut suivre beaucoup de choses, par exemple l'évolution de la végétation, l'évolution de la place des espaces urbanisés, l'évolution du lit d'un cours d'eau, les dégâts après une catastrophe naturelle ou anthropique. Voilà, les possibilités sont vraiment très larges. Pour les historiens et les géographes qui s'intéressent à l'histoire, on peut aussi reconstituer à partir d'un plan ancien un plan actuel, un plan historique sous forme vectorielle. Donc on peut ensuite manipuler les objets et leur assigner des métadonnées. Alors en France, il y a assez peu de cas de géoréférencement de plans anciens. Ce que j'ai trouvé, c'est surtout le fait des archives départementales ou municipales, et principalement le cadastre napoléonien. Et il y en a encore moins qui sont téléchargeables ou en tout cas réutilisables. Là, je vous ai mis un exemple d'une bibliothèque numérique étrangère. Donc il y a plusieurs grandes bibliothèques numériques comme la Bibliothèque publique de New York ou ici celle de Boston, mais la British Library ou la Bibliothèque nationale d'Écosse ont aussi lancé des programmes de géoréférencement et on peut maintenant consulter sur leur site des cartes géoréférencées.
Et on voit qu'ici, à Boston, le choix est assez large en termes de format et de qualité d'image. On peut télécharger l'image scannée au format TIFF, donc très haute qualité, voilà, plus de 300 mégas. Et on peut aussi télécharger le GeoTIFF, donc qui est l'image géoréférencée. Et après, bien sûr, on peut l'utiliser comme ici. Là, c'est une image qui provient de la Bibliothèque publique de New York, dans un système d'information géographique, qui est l'outil qu'on utilise chez les géographes qui veulent travailler sur justement cette dimension spatiale. C'est qu'en fait, c'est une base de données géographique dans laquelle on peut faire énormément de choses, et notamment intégrer ces plans anciens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bibliothèques ou des institutions qui ont lancé aussi un géoréférencement participatif, c'est-à-dire que les professionnels des bibliothèques, des musées ou des archives ne sont pas forcément compétents pour justement retrouver cette dimension spatiale. On a un exemple à Lyon, à Lyon 3, on a un fonds de cartes anciens du 19e, 20e siècle, et qui a été intégré dans le projet GéoLyon, qui est aussi maintenant dans le projet Navigae, qui est une interface, une plateforme numérique de cartes anciennes conservées dans les universités. Et en fait, c'est les bibliothécaires et documentalistes de Lyon 3 qui ont catalogué les cartes, donc dans le Sudoc par exemple, et c'est une géographe qui a géolocalisé les cartes, parce qu'en fait, il y avait aussi des calculs à faire. La projection utilisée au 19e est plus la même qu'aujourd'hui. Les échelles sont différentes. Il faut retrouver un peu, recontextualiser encore une fois ces images. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à la New York Public Library ou à l'université de Leiden aux Pays-Bas, ils ont eu l'idée en fait de faire géoréférencer par le public. Alors il y a plusieurs intérêts, c'est que ça permet en fait à chacun d'avoir une première connaissance géographique en fait, parce que là les outils qui sont à disposition sont assez simples. On vous explique qu'il faut placer le point qui correspond au plan ancien au même point sur la carte actuelle, et ça permet de cumuler en fait des cartes géoréférencées. Ça permet aussi, et ce qui est non négligeable je pense aujourd'hui, de fédérer une communauté active d'utilisateurs. Par exemple, à l'université de Leyde, ils ont même un système de récompense pour les gens qui contribuent le plus. On peut imaginer pas mal de choses. Et je trouve que c'est dommage qu'en France, on n'ait pas encore cette dimension spatiale prise en compte. Là, c'est un autre exemple. Je vous parlais tout à l'heure de rechercher par filtre géographique. Donc, à la Bibliothèque publique de New York, en fait, on peut rechercher les cartes par une interface cartographique. Donc, c'est-à-dire que vous vous baladez en fait dans la carte du monde, et quand vous arrivez sur une zone, les résultats de recherche qui s'affichent à gauche sont ceux qui correspondent à l'emprise spatiale de la zone que vous êtes en train de regarder sur la carte. Donc voilà un exemple. On pourrait imaginer, là je parle que de l'iconographie, donc des cartes, mais on pourrait imaginer que des vues géolocalisées ou même des textes qui sont rattachés à un lieu pourraient aussi être recherchés de la même manière par le biais d'une carte. Il existe des outils, je pense à Urbanist à Toulouse, qui est vraiment très bien pour ça. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un grand potentiel. Je voulais terminer sur une remarque que m'a faite un étudiant. Là, je donne un cours depuis 2 ans, un nouveau cours sur la question des statuts des images urbaines anciennes et actuelles pour des géographes et puis des étudiants en double licence géo et histoire. Et en fait, donc, je leur explique le domaine public, la liberté de panorama, la propriété intellectuelle, le droit à l'image, etc., beaucoup de choses. Et on consultait le site des archives municipales de Lyon, pour les cartes postales notamment, et un étudiant m'a fait la remarque qu'en fait, on ne sait pas sur cette image ce qu'on peut en faire, comment on peut la réutiliser. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, malheureusement, c'est que vous êtes obligé, si vous cherchez vraiment l'information, d'aller trouver la page du site web qui s'appelle « Conditions générales d'utilisation » ou quelque chose dans le genre, qui va vous dire les images sont sous tel statut ou sous telle licence. Et là, je cite un billet qui a été écrit par Kelly Fitzpatrick qui explique bien qu'en fait, une des bonnes pratiques, c'est d'informer de la licence de l'image, de sa réutilisation possible dans la notice, en tout cas pour chaque image, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher au fin fond du site web. Et un dernier point, ça c'est plus une réflexion sur l'avenir en fait de nos collections publiques, notamment je pense aux musées, aux archives territoriales, aux bibliothèques municipales, etc. C'est qu'on a des portails d'open data territoriaux maintenant depuis quelques années qui se développent. On a surtout des données, on va dire, statistiques. On a beaucoup, parfois, de données cartographiques actuelles. Par exemple, donc, Data Grand Lyon, vous avez beaucoup de données cartographiques actuelles. On a, pour ce qui est des images géoréférencées, des photos aériennes ou satellites récentes. Parfois, on peut remonter jusqu'à 10-15 ans en arrière. Et là, je me dis, où sont les images anciennes, en fait? Elles sont dans les collections des musées, des bibliothèques et des archives. Mais pourquoi elles n'auraient pas leur place, en fait, dans ces portails d'open data territoriaux qui pourraient, en fait, permettre
de visualiser sur une période beaucoup plus longue l'évolution d'un territoire, d'intégrer ces données avec d'autres données géographiques ou tout autre d'ailleurs actuelles. Et puis c'est peut-être même une solution en termes d'espace de stockage, puisque si les portails d'Open Data peuvent stocker des photos aériennes et satellites, ils peuvent aussi sans doute stocker des plans géoréférencés, donc la question de la taille, du poids des images, qui peut pour certaines structures de petite taille ou qui n'ont pas de serveur en ligne, voilà, être un problème. Là, je pense que ça peut être une solution. Et j'espère qu'on n'est pas en train de rater une opportunité, en fait, avec d'un côté beaucoup de données publiques qui sont maintenant en licence ouverte, donc c'est la loi de 2016, et les seuls qui sont, on va dire, qui ont une dérogation, c'est les données culturelles, donc notamment les informations publiques et données publiques des archives, musées, bibliothèques. Et je pense que peut-être que là, il y a une question à se poser sur est-ce que c'est pas justement le moment de libérer aussi ces données publiques qui sont, on peut se demander pourquoi le service de l'urbanisme ou des espaces verts doit libérer ces données publiques et pourquoi le musée ou les archives ne le feraient pas en fait sous la même licence. Donc voilà, je pense que c'est un élément de réflexion aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, merci beaucoup. Peut-être juste une petite remarque. L'INHA, la BNF, le Centre allemand d'histoire de l'art et le centre, Institut, non, mais comment ça s'appelle, École des Chartes et André Chastel, Centre André Chastel sont en train de réaliser un projet qui s'appelle Quartier Richelieu, qui touche vraiment vos questions. Et un des points de départ, c'est la carte, sont des cartes, comme par exemple le carte Hugo et d'autres cartes. Et c'est aussi la question de géolocaliser les objets qui se trouvaient ici et qui se trouvent encore ici. Est-ce que je peux demander les autres intervenants juste de monter pour la discussion terminale, finale? C'est bon. Il manque encore un. C'est normal, J'aimerais bien commencer avec une petite remarque, une petite histoire un peu, pour moi, bizarre, mais qui montre un tout petit peu aussi le problème qui nous touche. Vous connaissez tous la noce des Cana ici au Louvre, dans le musée du Louvre, et maintenant qu'on peut photographier, même on dit toujours sans flèche, mais les pauvres gardiens n'ont même pas la possibilité de faire quelque chose contre les flèches. Alors, l'original, maintenant, on peut photographier, mais vous savez, il y a dans la Fondation Chini, il y a une copie, une copie parfaite, mais on n'a pas la permission, qui est vraiment récente, qu'on a créée peut-être une dizaine d'années, mais on n'a pas le droit de la photographier. Bon, c'est juste une petite remarque concernant, disons, le problème qu'on a. Il y a encore d'autres, par exemple le Rembrandt qui vient d'être acheté par le musée du Louvre et le Rijksmuseum qui se trouve pendant 6 mois à Paris, pendant 6 mois à Amsterdam. Et sur le site du Rijksmuseum, on peut le télécharger sans problème. Ici, il y a quelques problèmes. Bon, maintenant la discussion est ouverte et qui veut commencer ?
So the Italian reforms, the focus of the Italian reform was the code of culture, of cultural heritage, the code. And in the code, the law specifies the use, the types of different type of use of the reproduction only of public cultural heritage. In this sense, all the private societies, also the all the private reality is excluded from this type of liberalization. And so there are two different types of application of this law. The code of the cultural heritage in Italy is only for the reproduction, only specific for administration of statal administration and municipalities. This is for this problem. That's why while in the public museums the pictures taking picture is free for the visitors, it's not the same thing for the churches, for the many churches in Italy, because there is another type of administration. So the code doesn't regulate this system of property. In Italy, also inside the administration of state administration, inside the statal museums, every director chooses his particular type of license to publish the images. So while the law establish the free pictures for all the users, for all the public, there is a different politics on the use of the on the license of publish these images online, for example. So there are two different because the law says that the reproduction is free, so to take photographs is free, and there is no specific about the politics of the museums. Each museum decides there isn't a politics, a general politics on the license of reuse, and perhaps maybe it would be useful to have a frame, a general frame of a minimum to establish minimum rules, basic rules for all. But in this moment, it's very discretional. For this reason, as I said before, a foundation, a private foundation, as Turin, as the Egyptian Museum of Turin, is one of the biggest and one of the only big museum in which the images are fast all online and with a license which permits
an economic and commercial reuse of this image. There are many. There are many obstacles to this vision because there are two ways of thinking. Two ways of thinking. Many people think that the administration must have a strict control on the distribution and on the diffusion of the images. Also, in order to protect the morality and for moral problems, in Italy, a problem of this type we saw in occasion when the society published the David of Michelangelo with a gun, and this was a society bounded with weapons, in this case, the ministry ordered to remove this reclam because there were problems bounded with the moral control of the of the cultural heritage. This is a way of thinking. Another one is very open to the reuse also for the commercial purposes. And according to this view, the main rule of the administration should be the largest diffusion and dissemination of culture without restrictions. Many examples are in the world, and in Italy there is a big dialogue about these different and opposite way of thinking and conceive. On the one hand, the cultural heritage. On the other hand, the rule of the public administration of the cultural heritage. Thank you. Le pendant, je me posais la question si par rapport à ces difficultés d'accès aux images, est-ce qu'on a des connaissances de la part notamment des chercheurs qui renoncent à des projets de recherche ou qui se dirigent vers d'autres projets, notamment en utilisant des sources ouvertes qui seraient plus disponibles, notamment à l'international, ce qui devrait quand même par rapport à nos institutions patrimoniales et à l'importance du patrimoine culturel français quand même nous interroger et interroger nos tutelles, et notamment le ministère de la Culture. Qui veut répondre? Mathieu? On a une vision un tout petit peu plus globale, mais c'est impossible de faire des statistiques, bien entendu, ni de dégager. Je ne sais pas, Katie, par rapport aux réponses qu'on a eues au questionnaire en ligne sur les travaux abandonnés, mis de côté, ou les gens qui vont... Je pense qu'on était
les 80% des gens qui disaient qu'ils avaient abandonné ou orienté leur... Ou réorienter un article ou une recherche même en fonction de la disponibilité. Quant aux réponses au questionnaire qui parlaient d'aller chercher justement effectivement les images sur des sites étrangers et de substituer une image du patrimoine français par l'image d'une œuvre du patrimoine français, mais conservée par exemple dans un musée allemand ou autrichien, c'est revenu à plusieurs reprises. Alors je ne sais pas comment statistiquement, mais finalement, on a interrogé qu'un échantillon de la communauté des chercheurs. On peut s'imaginer qu'on peut démultiplier facilement ça par 10. Donc effectivement, pour les tutelles, vous avez raison, Céline, c'est absolument gravissime de voir que le patrimoine français est absent. Et de plus en plus absent, qui coule en réalité, puisque c'est exponentiel. Plus d'images vont être prises pour être publiées, plus elles vont être reproduites, reprises, elles vont servir à d'autres discours, donc ça va tourner sur des images qui sont hors du patrimoine français, si celui-ci, si la décision d'ouvrir les images à haute définition n'est pas prise rapidement. Parce que ça fait pas très longtemps finalement qu'on est dans cette situation, ça fait depuis 2012, on peut dire qu'on a 5 ans aujourd'hui de libération des images de la part d'un certain nombre d'institutions. C'est un chiffre, on verra avec Douglas McCarthy probablement demain, mais la veille qu'il exerce sur Internet nous donne des éléments pour voir le chiffre qui grandit de jour en jour quasiment à l'étranger. Et donc on se trouve aujourd'hui dans un déséquilibre spécifique, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'arriver à une situation qui était inédite avant, dans laquelle effectivement il y a une domination de ces ressources étrangères. Donc c'est un point très important qu'on a essayé d'évoquer justement de manière assez claire et qui est en faveur du développement de l'open content à la française, dont vous êtes les premières représentantes. Voilà. J'aimerais ajouter, il marche ou pas ? J'aimerais ajouter quelque chose aussi, c'est que, outre cette censure et cette disparition des collections qui ne sont pas diffusées, c'est que le musée est le seul à même de faire une exposition neutre de ses collections. Alors que le chercheur qui ne peut s'appuyer que sur les publications, en fait, il va toujours voir les 5 mêmes objets super sexy qui sont publiés tout le temps, et puis la dizaine d'objets un peu moches qui apportent quelque chose à une analyse, par exemple, d'un corpus archéologique, parce que dans cette maison, on n'a pas trouvé que 2 bracelets en verre de couleur et 2 pendentifs en or, mais on a aussi trouvé plein de petits bouts de terre tout moches avec des trucs dessinés dessus. Ceux-là, ce n'est pas ceux qu'on voit dans tous les catalogues, dans tous les livres d'art ou dans 1 ou 2 articles qui vont s'intéresser à des objets qui ont vraiment une iconographie particulière. Et en fait, on se rend compte, quand on étudie un corpus, même un corpus extrêmement célèbre, que dans les articles de, je sais pas, peut-être des 10, 20, 30, 50 dernières années, on va trouver toujours les mêmes objets qui reviennent parce que c'est de ceux-là qu'on parle et c'est de ceux-là qu'on a vu et revu les photographies. Et si on n'a pas la chance d'avoir un catalogue exhaustif ou d'avoir un musée qui expose de manière neutre et exhaustive ses collections sans discriminer sur la beauté de l'objet ou sur sa qualité esthétique et sa capacité à faire joli sur une couverture de catalogue, et bien si on n'a pas ça, on regarde toujours les 4 mêmes objets et puis on tourne en rond et on ne se rend pas compte qu'ils font partie d'un ensemble beaucoup plus global. Et on passe à côté d'énormément de choses en fait. Si je peux ajouter quelque chose, on a exactement la même expérience sur tout ce qui est estampe, etc. Où là, c'est même pas des questions de qualité esthétique, mais on a des collègues qui nous demandent un prêt d'une pièce. Et ça va être tout le temps la même. Donc, il y a un moment, on leur dit, bah non, ça s'est sorti il y a 1 an, mais enfin, pourquoi celle-là on en a 25 qui ont la même signification historique, qui sont aussi belles. Ah, bah celle-là, bah, je l'avais vue dans un catalogue en 96, etc. Et en fait, ça s'auto-nourrit. Et donc, publier et permettre, c'est aussi, enfin, c'est vraiment une question de diversité. Comme il y a la diversité des espèces animales qu'il faut protéger, c'est vraiment pareil, quoi. Parce que sans ça, on se copie sans cesse parce qu'on a 6 mois pour faire une expo, donc on repompe ce que quelqu'un avait fait et on perd notre diversité de nos collections et on est les seuls à se rendre compte et nous, on est frustrés parce que on prête toujours les mêmes pièces alors qu'on en a 30 qu'on aimerait bien montrer, quoi. Et je peux ajouter aussi, c'est la même chose sur les vues urbaines, hein, moi, je vois que c'est pas forcément celles qu'on voit le plus souvent qui sont les plus intéressantes, c'est juste qu'on les a vues en fait tout le temps et qu'on va pas chercher plus loin. Et je rajouterais aussi par rapport aux musées territoriaux que au-delà de la recherche, dans l'enseignement aussi, on a le problème. Nous, c'est de faire comprendre chez les géographes qu'on a besoin d'images en haute définition
pas juste pour, enfin, on s'en fiche de publier, enfin, c'est pas notre finalité au départ, c'est simplement d'avoir suffisamment de qualité graphique et visuelle, enfin, pour pouvoir travailler dessus, quoi. Et sur les plans, je pense que c'est, en tout cas, c'est pas perçu comme ça, et même des fois dans le dialogue, on a du mal à faire comprendre que oui, nous, si on a besoin d'un plan, c'est pas pour l'imprimer dans un catalogue, c'est avant tout pour l'intégrer dans un SIG, et pareil, et l'utiliser même en enseignement, enfin voilà, c'est aussi ça. Mais je pense que ce n'est pas vraiment un problème spécifiquement lié à la numérisation, n'est-ce pas? Ça existait aussi avant, n'est-ce pas? On a publié, on a voulu pour l'exposition, on voulait bien les tableaux qui étaient déjà présents dans les catalogues, dans les publications. Alors, c'est maintenant, bien sûr, c'est devenu encore pire. Mais en fait, ça c'est un problème qui existait depuis longtemps. Pour moi, c'est plutôt un problème, disons, si je fais une recherche Google, je prends par exemple la Joconde. Après, j'ai pas seulement une centaine, j'ai plusieurs mille images de la Joconde et qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Et alors maintenant, c'est plutôt le problème, qu'est-ce qu'on fait avec ces quantités d'images? Est-ce qu'il y a une sorte de contrôle d'images, de qualité ou je ne sais pas quoi? Alors pas une censure, mais un contrôle, n'est-ce pas? Et je pense plutôt que maintenant, bien sûr, il faut trouver des solutions pour, disons, pour la question des droits, ça c'est sûr. Mais après, je pense que ce sera à nous tous, aussi à notre discipline, à l'histoire de l'art, archéologie pareillement, n'est-ce pas, de gérer toutes ces quantités d'images et de trouver une façon de vivre avec ou de les contrôler, parce qu'après, ce sont les images qui nous contrôlent. C'est un peu exagéré, mais quand même. Mais je pense que déjà maintenant, alors maintenant, si on prépare, disons, une conférence, on cherche une image et après on dit, ouais, peut-être, ouais, j'aimerais bien un peu moins jaune, un peu plus rouge. Alors, c'est déjà maintenant, c'est plus lié, disons, à la réalité, mais ça c'est une propre réalité. Et là, je pense qu'il faut vraiment trouver des façons de contrôler cette nouvelle réalité. Mais bon, je ne veux pas être trop pessimiste. Si je peux me permettre sur cette question-là, c'est quelque chose qu'on a rencontré avec Wikipédia aussi, où en fait, très souvent, les institutions se plaignent quand on va prendre des images dans des musées, que les descriptions ne sont pas bonnes, que la technique n'est pas précisée, etc. Mais précisément, plus les institutions mettent en open data leurs données avec des descriptions extrêmement précises, et ça vaudra pour la qualité d'une image avec une gradation des couleurs absolument parfaite, etc. Et moins on ira s'embêter à faire des trucs pourris. Enfin, si tout est disponible, le très bon est repris et ça prend la place du pas bon. Ou en tout cas, au pire, il faut juste dire aux gens, bah, écoutez, parmi les 150 images de la Joconde, vous allez sur le Louvre et vous en avez une avec des très bonnes couleurs en haute définition, réutilisables. Bah, si ça existe, ils le feront, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, mais c'est aussi lié, disons, à la technologie, n'est-ce pas? Pas chaque ordinateur est calibré, n'est-ce pas? Alors, chacun a autre vue. D'abord, déjà, les couleurs, c'est quelque chose de complètement particulier, n'est-ce pas? Mais après, bon, chacun a un autre ordinateur qui est calibré d'une autre façon, alors... Alors, c'est un risque. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou s'il y a d'autres intervenants? Ah, pardon. Merci à tous. C'était une très... chaque présentation était très intéressante. Mais enfin, j'ai une question pour Monsieur Modolo, and I'll ask in English. I was very intrigued by the threshold that the Italian state had established for not-for-profit publications. I think 2,000 or so was what you said. So that just leads me to wonder, can one also publish without charge for a cultural publication that is published online? Thank you. Yes, this distinction between commercial and cultural purposes is available also for online books, and also both of them, also for the paper books, for printed books.
If I publish a paper in a periodical, in scientific periodical online, and this periodical is an open access, I can freely publish the image of the public cultural heritage. The circular number 33 of the Director of Archives establish only the user must establish that the user must simply send a communication of the intention of publishing. So no request of authorization particular, no fees, and this is true not only for the online publications, but also for all the periodicals. These thresholds, that threshold, is only for the printed monographs and the sites online which are not open access, not open access. So this is the distinction. But the limits, the main limit of this rule is that is limited to archival and books, archival data and records and books kept in libraries. So is only for archives, public archives and libraries. We hope that we can extend a day also to the rest of the cultural heritage. So for art historians, archaeologists, and so on. But I don't know, not really understand how you can distinguish between cultural purposes and commercial purposes. Let's take the catalogue of an exhibition. It's a cultural purpose, but it's made by Rizzoli or Gallimard, so it's also commercial purpose. So how can you distinguish these two purposes? And how is the decision? Who decides after all whether it's commercial or it's cultural? If there is a catalog, it's impossible to catalog all the cases, But in general, all the activities which are not marketing or reclam, so are cultural purposes. So it's not very easy to choose one of them, but it's a compromise. Plus de questions? Alors, en ce cas-là, il me reste que trois petites remarques. D'abord, un très, très grand merci aux intervenants et aussi à vous, au public. La deuxième remarque, c'est qu'on se retrouve ici demain matin à 9h30. 9h30, n'est-ce pas? La troisième remarque, vous êtes tous invités à un pot dans la salle Warburg, en haut. Et le quatrième, je vous souhaite une bonne soirée.